Il y a 74 000 ans, le monde appartenait à nos ancêtres, les Homo sapiens. Nous étions une espèce jeune, intelligente et incroyablement adaptable, au bord de la domination planétaire. Après des centaines de milliers d'années d'évolution en Afrique, nous nous étions répandus sur tout le continent, de la savane luxuriante aux déserts arides, et nous commencions même à faire nos premières incursions timides hors de notre patrie. Nos outils devenaient plus sophistiqués, notre art naissait, et nos réseaux sociaux se complexifiaient. Tout indiquait que nous étions destinés à hériter de la Terre, mais l'histoire de notre succès a failli se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Un seul événement cataclysmique a poussé notre espèce au bord de l'extinction, réduisant notre population mondiale à seulement quelques milliers d'individus. C'est l'histoire de la tribu qui a survécu à la fin du monde et qui, ce faisant, nous a tous sauvés. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est littéralement pour ça que je les fais. Les récits épiques de survie de notre propre famille sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes, et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Maintenant, avant de nous aventurer dans un monde au bord du désastre, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer un seul instant de cette histoire de survie. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe qui allait suivre, nous devons d'abord nous immerger dans le monde que nous avons failli perdre. Nous devons voir la vie à travers les yeux de ceux qui l'ont vécue. Imaginez une côte luxuriante sur le bord de l'Afrique, il y a 74 000 ans. C'est un paradis. L'océan Indien, d'un bleu profond, clapote doucement contre des plages de sable blanc, bordées de riches forêts tropicales. Le climat est parfait, chaud et stable. La vie ici est facile, abondante. C'est dans ce monde idyllique que vit notre clan. Nous les appellerons le clan du rivage. Leur monde est un monde d'abondance, défini par le rythme des marées. À marée basse, la plage devient un banquet. Les vastes platiers rocheux, exposés par la mer qui se retire, regorgent de vie. Des moules, des huîtres, des crabes et d'autres coquillages sont à portée de main. Les terres, juste à l'intérieur des terres, sont tout aussi généreuses, avec des forêts pleines de fruits, de tubercules et de petits gibiers. Le clan du rivage ne connaît pas la faim. Ils ne connaissent pas le froid extrême. Leur vie, depuis des générations, est une histoire de succès et de stabilité. Rencontrons nos personnages. Il y a Nia, une jeune femme dont les yeux vifs reflètent la connaissance des marées et des saisons. Elle est l'une des meilleures cueilleuses du clan. Ses doigts agiles peuvent ouvrir une huître en un instant. Elle connaît les cycles de la lune et peut prédire quand les meilleures marées pour la collecte arriveront. Elle connaît chaque plante de la forêt côtière, celles qui nourrissent et celles qui guérissent. Elle représente l'intelligence et l'adaptabilité de son peuple. Et il y a Kael, un chasseur expérimenté dont la force tranquille inspire confiance à tout le clan. Bien que la mer fournisse la plupart de leur nourriture, Kael et sa petite bande de chasseurs s'aventurent dans les prairies juste au-delà de la forêt, chassant l'antilope et d'autres animaux. Ces compétences garantissent que le clan a toujours de la viande pour compléter son régime marin et des peaux pour s'abriter et se vêtir. Ils représentent la force et la tradition. La vie du clan est un rythme paisible. Le matin, alors que la marée se retire, Nia et les autres femmes se dirigent vers les platiers rocheux, leur panier de roseaux à la main. Les enfants jouent dans les mares résiduelles, apprenant dès leur plus jeune âge à repérer les crabes qui se cachent sous les rochers. C'est une leçon de vie qui se transmet sans mots. Ils apprennent en observant, en imitant. Pendant ce temps, Kael et ses chasseurs vérifient leurs lances, leurs pointes de pierre soigneusement taillées. Ils partent pour la journée, se déplaçant avec une grâce silencieuse à travers la lisière de la forêt. Le soir, autour du feu crépitant sur la plage, le clan se rassemble. Ils partagent les dons de la terre et de la mer. L'odeur du poisson grillé et des coquillages rôtis se mêle à l'air salé. C'est un moment de communauté, de partage. Les aînés racontent les histoires des ancêtres, des contes sur la création du monde
et les esprits de l'océan. Les enfants écoutent, leurs yeux brillants à la lueur du feu. Kael et Nia s'assoient ensemble, regardant les flammes, leur vie entrelacée avec le destin de leur peuple. C'est une existence presque parfaite, une démonstration de la réussite de l'Homo sapiens. Ils sont intelligents, coopératifs, et ils ont maîtrisé leur environnement. Ils ont toutes les raisons de croire que ce paradis durera éternellement. Mais ce paradis, cette existence stable et pleine de promesses, reposait sur une fondation fragile. L'avenir de l'humanité tout entière dépendait du fait que le monde reste tel qu'il était. Et le monde est une bête puissante et imprévisible. Car à des milliers de kilomètres de là, sur une autre côte de l'océan Indien, sous l'île que nous appelons aujourd'hui Sumatra, un monstre géologique se réveillait. Une chambre magmatique de la taille d'un pays, bouillonnant et se dilatant sous la surface de la Terre. Un supervolcan d'une puissance inimaginable, qui accumulait de la pression depuis des centaines de milliers d'années. Il s'appelait Toba, et il était sur le point d'éternuer. Cet éternuement allait plonger le monde de Nia et Kael dans une obscurité et un hiver qui durerait une décennie et qui pousserait l'humanité si près de l'extinction que notre survie même reste un miracle. Ils ne le savaient pas encore, mais ils vivaient les derniers jours du monde qu'ils connaissaient. Pendant que le clan du rivage prospérait dans son paradis côtier, à des milliers de kilomètres à travers l'océan Indien, sous l'île luxuriante que nous appelons aujourd'hui Sumatra, une bombe à retardement planétaire était en train de s'armer. Ce n'était pas un volcan ordinaire, c'était un supervolcan, une catégorie de monstres géologiques si puissante qu'elle pouvait altérer le climat de la planète entière. Il s'appelait Toba. Pendant des centaines de milliers d'années, une chambre magmatique de la taille d'un pays s'était remplie de magma, accumulant une pression au-delà de toute imagination. La croûte terrestre au-dessus se gonflait, se fracturait, luttant pour contenir la fureur qui montait d'en bas. Les scientifiques savent aujourd'hui que l'éruption qui se préparait serait la plus grande que l'humanité ait jamais connue. Un événement si colossal qu'il laisserait une cicatrice non seulement sur la Terre, mais aussi dans l'ADN même de notre espèce. Un supervolcan ne se comporte pas comme un volcan normal. Il ne forme pas un cône de montagne classique. C'est une vaste zone de terrain, souvent une dépression appelée caldeira, qui masque la mer de magma en dessous. Quand il entre en éruption, il ne s'agit pas d'une coulée de lave. C'est une explosion qui éventre la croûte terrestre, projetant des milliers de kilomètres cubes de cendres, de roches et de gaz directement dans la stratosphère. L'éruption du Toba serait la plus grande explosion sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années d'histoire humaine. Une force si cataclysmique qu'elle ferait passer les plus puissantes bombes nucléaires pour de simples pétards. Et pour le clan du rivage, à des milliers de kilomètres de là, les premiers murmures de l'apocalypse à venir commencèrent non pas par un rugissement, mais par un étrange spectacle dans le ciel. Tout a commencé avec les couchers de soleil. Chaque soir, le ciel occidental s'embrasait de couleurs que personne n'avait jamais vues auparavant. Des rouges profonds, des oranges et des violets flamboyants, d'une beauté surnaturelle et terrifiante. C'était bien plus qu'un simple beau coucher de soleil. C'était le premier symptôme d'une atmosphère qui se remplissait de particules fines, des aérosols de sulfate projetés par les premières petites éruptions du Toba. Pour le clan, c'était un présage, un signe des esprits que le monde était déséquilibré. Puis vint la neige grise. Un jour, une fine cendre grise, aussi légère que de la poussière, a commencé à tomber doucement du ciel, recouvrant le paysage d'une fine couche fantomatique. Les enfants, qui n'avaient jamais vu de neige, la touchaient avec curiosité, regardant leurs doigts se noircir. Elle n'avait pas d'odeur, pas de goût. Elle semblait inoffensive. Et Lara, la sage-femme du clan, en a recueilli dans sa paume, l'examinant avec une inquiétude grandissante. C'était un mystère, un autre signe que le monde n'était plus comme il devait être. Les anciens se sont réunis autour du feu, parlant à voix basse d'histoires anciennes, de démons du ciel et de la colère de la terre-mère. Kael, le chasseur, fut le premier à remarquer l'effet sur le monde vivant. Les animaux étaient agités. Les troupeaux d'antilopes qu'ils chassaient dans les prairies intérieures étaient nerveux. Leurs mouvements erratiques.
Les oiseaux semblaient désorientés, leur chant moins fréquent. La terre elle-même semblait retenir son souffle. Lors d'une chasse, il a suivi une piste pendant des heures pour finalement trouver l'animal mort, sans aucune blessure apparente, sa bouche pleine de l'herbe grise et poussiéreuse. Un frisson de peur réelle a parcouru Kaël. Ce n'était pas la peur du danger qu'il pouvait voir et combattre. C'était la peur de l'inconnu, d'un poison silencieux qui s'infiltrait dans son monde. Nia a vu le changement dans son propre domaine. L'océan, la cendre grise, formait une fine pellicule à la surface de l'eau, dans les mares résiduelles, rendant l'eau trouble. Les coquillages semblaient plus difficiles à trouver, comme s'ils s'enfouissaient plus profondément dans le sable. Les petits poissons qui d'habitude pullulaient près du rivage étaient moins nombreux. Son monde d'abondance, si fiable et généreux, commençait à montrer des signes de maladie. La peur n'était plus seulement dans les histoires des anciens. C'était une sensation tangible, un poids dans l'estomac, une question silencieuse sur les visages de chacun. Qu'est-ce qui arrive à notre monde ? Il n'avait aucun moyen de savoir que ces phénomènes étaient les symptômes d'une catastrophe planétaire qui se déroulait à l'autre bout du monde. Il n'avait aucun moyen de savoir que la plus grande éruption volcanique depuis des millions d'années était en train de commencer, projetant un nuage de cendres et de gaz si énorme qu'il allait bientôt envelopper la planète entière. Ces couchers de soleil flamboyants et cette neige grise n'étaient donc que les premiers murmures, les avertissements avant que la véritable tempête ne frappe. La fin de leur monde n'est pas arrivée avec un tremblement de terre ou une vague massive. Elle est arrivée comme une ombre. Un jour, le soleil s'est levé comme d'habitude. Mais à la mi-journée, une obscurité a commencé à s'installer à l'est. Ce n'était pas un nuage d'orage. C'était une obscurité solide, un mur de nuit qui avançait rapidement, dévorant la lumière du jour. Les animaux se sont tus. Un silence de mort est tombé sur le monde. Les membres du clan sont sortis de leur abri, leurs visages tournés vers l'est, regardant avec terreur l'ombre qui venait pour eux. Le jour où le soleil a disparu n'a pas commencé par une éruption qu'ils pouvaient entendre ou sentir. Il a commencé par une ombre qui s'est étendue sur le monde, apportant avec elle une promesse de froid et de faim. Et pour Nia et Kaël et le reste de l'humanité, le long hiver était sur le point de commencer. Pendant que Nia, Kaël et leur clan s'inquiétaient des présages dans le ciel, le monstre de l'autre côté du monde a finalement libéré sa fureur. L'éruption principale du Toba n'était pas un événement, c'était un acte de guerre planétaire. Avec une force équivalente à des millions de bombes nucléaires, le supervolcan a explosé, déchirant la croûte terrestre et projetant une colonne de cendres, de roches et de gaz à plus de 40 km de hauteur, jusqu'au cœur de la stratosphère. Le volume de matière éjectée était presque inconcevable. Assez de cendres pour recouvrir tout le sous-continent indien d'une couche de plusieurs mètres d'épaisseur. Ce n'était pas un nuage de cendres ordinaire. C'était un linceul, une couverture de mort qui allait être transportée par les vents stratosphériques pour envelopper la planète entière. L'impact a été immédiat. Dans un rayon de centaines de kilomètres autour du volcan, toute vie a été instantanément anéantie. Mais pour le reste du monde, la mort n'est pas venue sous la forme d'une explosion, mais d'une ombre. Une ombre qui allait effacer le soleil. Le jour où le soleil a disparu n'a pas commencé par un grand bruit pour le clan du rivage. Il a commencé par une pénombre étrange. Le soleil, qui aurait dû être haut dans le ciel de midi, a commencé à perdre de son éclat. La lumière a pris une teinte jaune maladive, projetant des ombres longues et inquiétantes. Les animaux se sont tus. Un silence de mort est tombé sur le monde. Un silence si profond qu'il en était assourdissant. Les membres du clan sont sortis de leurs abris, leurs visages tournés vers le ciel, leur cœur battant la chamade de peur. Le soleil lui-même semblait mourir. Puis, l'ombre venue de l'est, celle qu'ils avaient vue grandir à l'horizon, a finalement dévoré le ciel.
Ce n'était pas la nuit. C'était quelque chose de pire. Une obscurité totale, solide, qui a englouti le monde en quelques minutes. La panique s'est emparée du clan. Les enfants criaient, s'accrochant à leur mère. Les adultes criaient, appelant les uns les autres dans l'obscurité soudaine et aveuglante. Et puis, la cendre a commencé à tomber. Ce n'était plus la fine poussière des jours précédents. C'était une tempête de cendres grises, épaisse et suffocante. Ce n'était pas comme de la neige. C'était du verre pulvérisé, des éclats de roches microscopiques et coupants qui irritaient les yeux et brûlaient les poumons. L'air est devenu irrespirable. Chaque respiration était une gorgée de feu et de poussière. Au milieu de ce chaos, Kael et Nia ont agi. Leurs cris n'étaient plus de peur, mais de commandement. « La grotte! Tout le monde à la grotte !» a crié Kael, sa voix un rugissement rauque contre le son étouffé de la chute de cendres. La grotte, leur abri principal, était leur seul espoir. Mais s'y rendre dans cette obscurité totale, avec la panique qui régnait, était un défi presque insurmontable. Nia a rassemblé les enfants, leur disant de se tenir les uns aux autres, de former une chaîne humaine pour que personne ne se perde. Kael a aidé les anciens, les guidant à travers un paysage qu'ils ne pouvaient de plus voir, un monde qui leur était devenu étranger en l'espace de quelques instants. Le voyage vers la grotte, une distance qu'ils parcouraient normalement en quelques minutes, est devenu une épreuve terrifiante. Ils avançaient à tâtons, trébuchant sur des racines et des rochers, leurs poumons en feu, leurs yeux pleurant à cause de la cendre. À un moment, un enfant a lâché la main de sa mère et a disparu dans l'obscurité en criant. Kael, sans hésiter, s'est retourné et a plongé dans la tempête de cendres, appelant le nom de l'enfant, suivant le son de ses pleurs jusqu'à ce qu'il le trouve et le ramène, sain et sauf, dans le cercle de la communauté. Enfin, ils ont atteint l'entrée de la grotte, un trou noir dans un monde de noirceur. Ils se sont précipités à l'intérieur, s'effondrant sur le sol froid, toussant, crachant la poussière, leur corps tremblant de manière incontrôlable. Le soulagement d'être à l'abri de la chute de cendres a été de courte durée, remplacé par une nouvelle sorte d'horreur. Ils étaient piégés, enterrés vivants. Le seul son était le sifflement doux et incessant de la cendre qui s'accumulait à l'extérieur, et la respiration terrifiée des 30 âmes blotties dans l'obscurité. Et puis, ils ont senti le froid. Ce n'était pas le froid familier d'une nuit tropicale, c'était un froid profond, pénétrant, contre nature. Avec le soleil complètement bloqué, les températures à la surface de la Terre ont chuté de manière catastrophique, jusqu'à 15 degrés Celsius en quelques jours. Leur paradis tropical était en train de se transformer en un paysage glacial. Kael a lutté pour allumer un feu, ses mains tremblant dans le froid et l'obscurité. Le bois était humide, l'air pauvre en oxygène. Après de nombreuses tentatives, une petite flamme fragile a finalement pris, projetant une lueur orange et dansante sur les visages terrifiés du clan. Le feu, leur plus ancien allié, était maintenant leur seule ancre dans un monde devenu fou. Ils sont restés dans la grotte pendant des jours, perdant toute notion du temps. L'obscurité à l'extérieur était absolue, immuable. Le sifflement de la chute de cendres a finalement cessé, remplacé par un silence encore plus terrifiant. La faim a commencé à se faire sentir. Ils n'avaient que peu de nourriture stockée. Que trouveraient-ils dehors? Y avait-il même encore un dehors? L'impact psychologique de la perte du soleil était immense. Le soleil était la source de toute vie, de toute chaleur, le régulateur de leur existence. Sans lui, ils étaient perdus, désorientés. C'était comme si le dieu de leur monde était mort. Nia a passé ses longues heures d'obscurité à réconforter les enfants, leur racontant les vieilles histoires d'un temps où le soleil brillait et où le monde était vert. Les histoires semblaient maintenant être des contes de fées d'un monde lointain et perdu. Finalement, Kael a su qu'il ne pouvait plus attendre. La soif et la faim les forçaient à sortir.
Lui et quelques autres chasseurs ont prudemment rampé hors de la grotte. Le monde qu'ils ont découvert était un cauchemar. Tout était recouvert d'une épaisse couche de cendres grises, atteignant parfois jusqu'aux genoux. Le paysage, autrefois si vibrant de vie, était maintenant une sculpture monochrome de gris et de noir. Les arbres étaient dépouillés de leurs feuilles, leurs branches ployées sous le poids de la cendre. L'air était glacial, et le ciel était un plafond bas, opaque et sans lumière. Leur paradis avait été effacé. Le soleil était un mythe. Le monde qu'ils connaissaient était mort, enseveli sous un linceul de cendres grises. Ils étaient des survivants, oui, mais ils étaient les survivants d'une planète morte. Et la véritable épreuve, le long et sombre hiver volcanique qui allait durer près d'une décennie, ne faisait que commencer. Leur paradis avait été effacé. Le soleil était un mythe. Le monde qu'ils connaissaient était mort, enseveli sous un épais linceul de cendres grises. Ils étaient des survivants, oui, mais ils étaient les survivants d'une planète morte. Et la véritable épreuve, la lutte longue et angoissante contre un ennemi qu'ils ne pouvaient pas combattre. L'hiver volcanique ne faisait que commencer. La science de ce qui s'est passé ensuite est une leçon glaçante de physique planétaire. L'éruption du supervolcan Toba avait projeté plus d'1 milliard de tonnes de dioxyde de soufre haut dans la stratosphère. Bien au-dessus des nuages, ce gaz a réagi avec la vapeur d'eau pour former un fin brouillard d'aérosols d'acide sulfurique qui s'est répandu sur tout le globe. Ce brouillard stratosphérique a agi comme un miroir, un bouclier de particules réfléchissantes qui a recouvert la planète entière. Il a commencé à renvoyer la lumière et la chaleur du soleil dans l'espace avant qu'elles ne puissent atteindre la surface. La couverture thermique de la Terre n'avait pas seulement été volée, elle avait été remplacée par un linceul de glace. Les températures mondiales ont chuté. Selon certaines estimations, la température moyenne sur Terre a baissé de 15 degrés Celsius, plongeant la planète dans un âge de glace artificiel et soudain. Ce n'était pas un hiver normal, c'était une crise de fièvre planétaire, un refroidissement catastrophique qui allait durer près d'une décennie. Et pour la vie qui avait survécu à l'explosion initiale et à la chute de cendres, c'était le tueur final et inéluctable. L'obscurité et le froid ont déclenché un effondrement total des écosystèmes du monde. Le soleil étant bloqué, la photosynthèse sur Terre et dans les mers s'est arrêtée. Les plantes et le plancton, la base même de toute chaîne alimentaire sur la planète, ont commencé à mourir à une échelle massive. Et alors que la base de la pyramide s'effondrait, tout ce qui se trouvait au-dessus a commencé à mourir de faim. La grande famine avait commencé. Retournons à Nia et Kael, et aux derniers vestiges du clan du rivage, blottis dans leurs grottes. L'obscurité est absolue, un crépuscule perpétuel qui brouille la frontière entre le jour et la nuit. Mais le changement le plus choquant est le froid. Un froid profond et pénétrant s'est installé sur leur monde tropical. Un froid contre lequel leurs corps ne sont pas conçus pour lutter. Leurs simples vêtements de peau offrent peu de protection. Ils frissonnent constamment. La tâche la plus importante de leur vie est maintenant de maintenir le feu. Un petit îlot précieux de chaleur dans un monde qui s'est transformé en glace. Kael mène les quelques chasseurs restants dans la pénombre grise. Le paysage est un cimetière. Les forêts luxuriantes sont maintenant un enchevêtrement de végétation morte et pourrissante, sous une épaisse couche de cendres. Les grands troupeaux d'antilopes qui parcouraient autrefois les prairies ont disparu. Pendant des jours, ils pistent à travers cette terre silencieuse et morte. Mais les seuls animaux qu'ils trouvent sont les carcasses affamées et gelées de ceux qui n'ont pas pu s'échapper. L'air est calme, le silence rompu seulement par le crissement de leurs propres pieds dans la cendre grise. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'insectes. Le pouls vibrant de leur monde s'est arrêté. Kael, le grand chasseur, est maintenant un charognard dans un monde de fantômes. Et même les fantômes se font rares. Le monde de Nia, le riche écosystème côtier, est en train de mourir aussi. Elle conduit un petit groupe jusqu'au rivage, un endroit qui était autrefois un banquet de vie. Mais la mer est aussi malade que la terre.
Les magnifiques récifs coralliens qu'elle pouvait autrefois voir à travers l'eau claire sont maintenant pâles, squelettiques et morts, affamés de lumière du soleil. Les mares résiduelles, autrefois grouillantes de petits poissons et de crabes, sont maintenant stagnantes et vides. Le manque de lumière et la pluie constante de cendres acides ont empoisonné les eaux côtières. Avec un effort considérable, elle et les autres creusent dans la boue froide à la recherche des quelques coquillages restants. Mais la récolte est maigre, insuffisante pour nourrir les quelques bouches qui leur restent. Sa connaissance des marais, autrefois source d'abondance, ne fait maintenant que révéler l'ampleur de leur perte. La faim devient le trait définissant de leur existence. C'est une douleur sourde et constante dans leur ventre, une faiblesse dans leurs membres, un brouillard dans leur esprit. Leur régime alimentaire devient celui du désespoir ultime. Ils mangent les racines flétries et à moitié pourries qu'ils peuvent déterrer du sol cendreux. Ils mangent les insectes et les vers qu'ils peuvent trouver en hibernation au plus profond de la terre. Ils rongent les peaux dures et gelées des animaux morts qu'ils trouvent. Chaque calorie est une victoire, quelques heures de vie supplémentaires achetées à un prix terrible. La malnutrition et le froid amènent la maladie. Une toux persistante et rauque se propage dans le clan. Les enfants sont les plus vulnérables. Nous pouvons imaginer une scène d'une immobilité déchirante dans la grotte. Nia tient un petit enfant, le sien, ou peut-être celui dont la mère a déjà péri. L'enfant est faible, son corps brûlant de fièvre, sa respiration superficielle. Nia essaie les remèdes anciens, les cataplasmes à base de plantes qui ont toujours fonctionné auparavant. Mais il n'y a pas de remède contre la famine. Elle ne peut que tenir l'enfant, fredonnant une berceuse ancienne et silencieuse, un son d'amour et de chagrin dans un monde devenu sourd et froid. Que raconte-t-on à un enfant qui n'a jamais vu le soleil? La nouvelle génération née dans l'hiver volcanique n'aurait aucun souvenir de l'ancien monde. Leur réalité était la faible lueur vacillante du feu dans la grotte, la sensation constante de froid et le crépuscule gris et perpétuel du monde extérieur. Les histoires que Nia et Kael leur racontaient, des histoires d'un soleil brillant et chaud, d'un ciel bleu, d'un monde vert grouillant de vie, auraient semblé être de la pure fantaisie, un mythe d'une époque magique qui n'aurait pas pu être réelle. Leur existence entière était une lutte pour maintenir en vie non seulement leur corps, mais aussi leur culture, leur mémoire de ce que signifiait être humain. Mais même dans ce désespoir, l'étincelle de l'ingéniosité humaine refuse de mourir. Kael, observant les mouettes qui tournent encore au-dessus de la côte morte, cherchant ce qu'elles peuvent, a une idée. Les oiseaux sont trop rapides pour être chassés à la lance, mais ils pourraient être attrapés. Lui et un autre chasseur passent des jours à tisser un filet rudimentaire à partir de lianes fibreuses et résistantes qui ont survécu à la mort générale. Ils le tentent entre deux rochers sur une haute falaise, où les oiseaux atterrissent souvent. C'est un plan désespéré, un pari risqué. Mais ça marche. Ils attrapent quelques oiseaux. Une offrande minuscule mais vitale de viande fraîche. C'est une petite victoire, une seule étincelle d'innovation dans l'obscurité écrasante. Un témoignage de l'esprit adaptable qui est l'outil de survie ultime de l'humanité. Mais ce n'est pas assez. Les années d'hiver s'éternisent. Le clan se réduit. Ils sont au bord du gouffre. Ils sont une minuscule lueur de vie dans un monde de mort. Nia et Kael sont blottis autour d'un petit feu crépitant dans leur grotte. Ils sont décharnés, leur visage gravé par l'épreuve. Ils regardent les quelques membres restants de leur famille. Pendant près d'une décennie, le long hiver a tenu la planète dans son étreinte. Les écosystèmes du monde s'étaient effondrés. Sur chaque continent, la vie se mourait, et la jeune espèce prometteuse de Homo sapiens était poussée au bord de l'oubli. Les preuves génétiques montrent qu'à ce moment, notre population mondiale entière s'est peut-être effondrée à seulement quelques milliers d'individus. C'était le grand goulot d'étranglement, le moment où notre histoire a failli prendre fin, dans un silence glacial.
Pendant près d'une décennie, le long hiver volcanique a tenu la planète dans son étreinte glaciale. Les écosystèmes du monde s'étaient effondrés. Sur chaque continent, la vie se mourait. Et la jeune espèce prometteuse d'un Homo sapiens était poussée au bord même de l'oubli, luttant pour sa survie dans une obscurité froide et sans fin. L'histoire de cette lutte n'est pas seulement gravée dans les couches de cendres du Toba qui recouvrent la Terre. Elle est écrite dans un endroit beaucoup plus intime. Elle est écrite dans votre propre ADN. Les généticiens, en étudiant l'ADN des populations humaines modernes du monde entier, ont découvert quelque chose de profondément étrange. Par rapport à d'autres espèces de grands singes, notre diversité génétique est incroyablement faible. C'est un paradoxe. Comment une espèce de 8 milliards d'individus, répandus sur tous les continents, peut-elle être moins diversifiée génétiquement qu'une petite population de chimpanzés vivant dans une seule forêt africaine? La seule réponse possible est qu'à un moment donné dans notre passé, notre population a été réduite de façon catastrophique. C'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement génétique. Imaginez une bouteille remplie de milliers de perles de différentes couleurs, représentant la diversité génétique d'une population saine. Maintenant, imaginez que vous retournez cette bouteille et que seules 4 ou 5 perles en sortent. Ces quelques perles deviendront la base d'une toute nouvelle population. Mais cette nouvelle population n'aura qu'une infime fraction de la diversité colorée de l'original. C'est exactement ce qui est arrivé à l'humanité. Notre ADN prouve que tous les humains vivant aujourd'hui en dehors de l'Afrique, ainsi qu'une grande partie des Africains, descendent d'un très petit groupe de survivants. En utilisant une horloge moléculaire pour compter les mutations génétiques, les scientifiques ont pu dater ce goulot d'étranglement. Le moment où notre population s'est effondrée se situe il y a environ 74 000 ans. Cela correspond parfaitement à la date de la super-éruption du Toba. C'était le smoking gun génétique, la preuve irréfutable que le Toba n'a pas seulement causé un hiver volcanique. Il a failli nous effacer de la surface de la Terre. Mais qu'est-ce qu'un goulot d'étranglement signifie réellement en termes humains? Ce n'est pas un concept scientifique abstrait. C'est une histoire de perte inimaginable, de chagrin et de survie contre toute attente. Pour comprendre le coût humain, nous devons retourner à la grotte sombre, où Nia, Kael et les derniers membres de leur clan luttent pour exister. Les années dans l'obscurité et le froid ont eu un effet dévastateur. Le clan, qui comptait autrefois une trentaine de membres forts et en bonne santé, est maintenant réduit à moins de 15. La faim est un prédateur constant, plus implacable que n'importe quel lion des cavernes. Les premiers à succomber sont les aînés. Eux, les gardiens du savoir, les bibliothèques vivantes de l'histoire et des compétences du clan, sont les plus faibles. Leur corps ne peut plus supporter la faim et le froid constant. Avec chaque aîné qui mourait dans la grotte sombre, une bibliothèque de connaissances, d'histoire et de sagesse disparaissait à jamais. Les histoires de l'ancien monde, du grand fleuve et des plaines ensoleillées mouraient avec eux, ne laissant que des fragments de souvenirs dans l'esprit de Kael et Nia. Les enfants aussi étaient terriblement vulnérables. La malnutrition a rendu leur petit corps faible, incapable de combattre les maladies qui se propageaient dans l'air froid et humide de la grotte. Le son de la toux est devenu la nouvelle musique de leur communauté. Nia, la guérisseuse, se sentait impuissante. Ses remèdes à base de plantes, si efficaces dans le monde d'avant, ne pouvaient rien contre l'ennemi implacable qu'est la famine. Chaque enfant perdu était un coup porté à l'avenir, une lumière d'espoir qui s'éteignait dans l'obscurité sans fin. Leur monde, autrefois rempli des rires des enfants et des conversations des adultes, est devenu un monde de silence et de visages effrayés. Le lien social qui les unissait, leur plus grande force, était mis à rude épreuve. La peur et le désespoir commençaient à user les bords de leur géant, de leur humanité. Kael, le chasseur, se sentait comme un échec. Chaque jour, il sortait dans le crépuscule gris, pour revenir des heures plus tard, les mains vides, le visage marqué par l'épuisement. Il n'y avait rien à chasser. Le monde était mort. Sa raison d'être, son rôle de protecteur et de pourvoyeur, lui avait été enlevé. Il passait de longues heures à regarder le feu, son esprit revivant les chasses glorieuses du passé. Un monde d'abondance qui semblait maintenant un rêve cruel.
C'est Nia qui est devenu le véritable point d'ancrage du clan. Alors que Kael luttait avec la perte de l'ancien monde, Nia se concentrait entièrement sur le présent brutal. Sa vie est devenue un calcul incessant de survie. Combien de racines séchées leur restait-il ? Combien de temps le petit oiseau qu'ils avaient attrapé pouvait-il nourrir une famille ? Elle rationnait la nourriture avec une discipline de fer, donnant souvent sa propre part aux enfants. Mais sa plus grande lutte était de maintenir l'espoir. Dans l'obscurité de la grotte, elle rassemblait les quelques enfants restants et leur racontait les histoires de l'ancien monde. Non pas comme des contes tristes d'une chose perdue, mais comme une promesse. Une promesse que le soleil existait, que la chaleur existait, et qu'un jour, peut-être, le monde redeviendrait vert. Même face à l'annihilation, ils s'accrochaient à leur humanité. Un jour, un autre membre du clan, un jeune homme, est mort pendant son sommeil. Le chagrin était une présence physique et froide dans la grotte. Mais au lieu de simplement laisser le corps, Kael et Nia ont fait quelque chose de profondément humain. Ils ont porté le corps à l'extérieur et, dans le sol gelé et cendreux, ils ont creusé une tombe peu profonde avec des outils en pierre et leurs mains nues. Ils l'ont déposé doucement, un acte de respect final. C'était un acte de défi, une déclaration que même à la fin du monde, alors qu'ils mouraient de faim dans le froid et l'obscurité, ils étaient encore humains. Leur petite tribu était un microcosme de ce qui se passait pour l'humanité dans le monde entier. Partout, les populations s'effondraient. Des clans entiers disparaissaient, ne laissant aucune trace. La grande et prometteuse espèce de l'Homo sapiens était en train de s'éteindre. La population mondiale, autrefois de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'individus, s'est effondrée pour atteindre le nombre critique de seulement quelques milliers de personnes, peut-être moins. C'était un goulot d'étranglement si serré qu'il est statistiquement miraculeux que nous nous en soyons sortis. Comment, alors, un seul d'entre eux a-t-il pu survivre ? Comment une espèce entière a-t-elle pu se reconstruire à partir d'une poignée de survivants affamés ? La réponse ne se trouvait pas sur la terre mourante, mais dans l'eau, qui, malgré tout, donnait encore la vie. Pendant près d'une décennie, l'hiver volcanique a tenu la planète dans son étreinte. Les écosystèmes du monde s'étaient effondrés, et l'espèce humaine avait été poussée au bord de l'extinction. Le grand goulot d'étranglement était à son point le plus étroit. Alors, comment, face à une famine mondiale et un froid glacial, une poignée d'entre nous a-t-elle réussi à survivre ? Comment une espèce tropicale, soudainement jetée dans un hiver sans fin, a-t-elle trouvé la force de continuer ? La réponse ne se trouvait pas dans les forêts mortes ou les plaines vides. Elle se trouvait sur la côte, au bord de l'océan qui semblait lui aussi mourir. Les scientifiques qui étudient cet événement proposent une théorie puissante, connue sous le nom d'hypothèse de la survie côtière. L'idée est que, alors que les écosystèmes terrestres et d'eau douce, qui dépendent directement de la lumière du soleil et de la pluie, se sont complètement effondrés, les zones côtières ont offert une sorte de zone tampon, un dernier refuge précaire pour la vie. Les écosystèmes côtiers sont des survivants naturels. Ils sont habitués à des changements constants, au rythme des marées, aux tempêtes, et leur chaîne alimentaire est différente, alors que la vie sur Terre mourait de faim dans l'obscurité. La zone intertidale, la bande de terre exposée à marée basse, continuait d'offrir une source de nourriture. Les coquillages comme les moules et les huîtres, les crustacés comme les crabes, sont des filtreurs. Ils ne dépendent pas directement des plantes vivantes, mais se nourrissent des nutriments et de la matière organique en suspension dans l'eau. Même si les océans étaient en difficulté, cette source de nourriture, bien que réduite, n'a pas complètement disparu. De plus, les algues marines, plus résistantes que les plantes terrestres, pouvaient encore survivre dans les eaux peu profondes. Pour une petite tribu d'humains désespérés, la côte n'était pas un paradis, mais elle offrait une chance. C'était le dernier garde-manger ouvert sur une planète affamée. Des sites archéologiques en Afrique du Sud, comme Pinnacle Point, montrent que les Homo sapiens étaient déjà des experts de l'exploitation des ressources côtières des dizaines de milliers d'années avant Toba. Cette connaissance préexistante
était sur le point de devenir la compétence la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et pour le clan du rivage, cette théorie scientifique était leur réalité quotidienne et brutale. La grotte qui leur servait de refuge se trouvait à portée de marche de la mer. Dans le monde d'avant, l'océan était une source d'abondance parmi d'autres. Maintenant, c'était leur seule source de vie. Le savoir de Kael, le grand chasseur de la terre, était devenu presque inutile. Il n'y avait plus de troupeaux à pister, plus de pistes à suivre dans les cendres. Son monde était mort. Mais le savoir de Nia, la femme de la mer, la lectrice des marées et des lunes, était maintenant la seule chose qui se dressait entre son peuple et l'extinction. Elle est devenue la nouvelle ancre du clan. C'est elle qui a organisé leur survie, non pas autour du feu de camp et de la chasse, mais autour du rythme sombre et froid de l'océan. Leur vie est devenue un cycle de marées. Chaque jour, dans le crépuscule glacial, Nia conduisait son petit groupe hors de la grotte. Le voyage jusqu'à la plage était dangereux. Le froid était mordant. Ils étaient faibles, leurs corps amaigris par la malnutrition. Une simple glissade sur un rocher couvert de cendres pouvait signifier une fracture, une condamnation à mort dans ce monde impitoyable. Ils atteignaient le rivage, un paysage de cauchemar. La plage, autrefois de sable blanc, était maintenant d'un gris sale. L'océan lui-même semblait malade, son eau trouble, et une odeur de décomposition flottait dans l'air. Nia lisait les vagues, attendant que la marée se retire. C'était leur moment. Alors que la mer se retirait, elle exposait les rochers sombres et les plaines de boue de la zone intertidale. C'était leur terrain de chasse. Sous la direction de Nia, le petit groupe se dispersait, leurs yeux scrutant le sol dans la pénombre. C'était un travail éreintant. Ils retournaient les pierres à la recherche de petits crabes. Ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans la boue glaciale pour déterrer des palourdes. Ils grattaient sur les moules et les berniques des rochers, leurs doigts engourdis par le froid. Chaque coquillage était une victoire, une petite pépite d'énergie. Nia enseignait aux quelques enfants restants comment faire, comment repérer la petite bulle d'air qui trahit une palourde cachée, comment utiliser une pierre pointue pour détacher une huître tenace. C'était une leçon de survie sombre, enseignée dans un monde sans soleil. Kael avait trouvé un nouveau rôle. Oh, il n'était plus le pourvoyeur principal, mais il était le gardien. Pendant que Nia et les autres étaient courbés sur les rochers, leur attention entièrement concentrée sur la recherche de nourriture, Kael se tenait debout, sa lance à la main, scrutant l'obscurité. Il n'était pas le seul chasseur affamé sur cette côte. Des prédateurs désespérés, comme les hyènes, étaient également attirés par le dernier bastion de vie. Le rôle de Kael était de s'assurer que les chasseurs ne deviennent pas les chassés. Sa force, autrefois utilisée pour abattre de grandes proies, était maintenant utilisée pour monter une garde silencieuse et vigilante sur sa famille affamée. Ils retournaient à la grotte avant que la marée ne remonte, leur petit sac de peau à moitié plein de coquillages froids et boueux. Le feu était leur sauveur. Ils se blottissaient autour de sa faible chaleur, leur corps tremblant de froid. Ils plaçaient les coquillages directement sur les braises, attendant le pop, qui signalait que la coquille s'était ouverte et que le petit morceau de chair à l'intérieur était cuit. C'était leur festin quotidien, un repas salé, granuleux, mais qui les maintenait en vie. Leur culture a commencé à changer. Les histoires de chasse de Kael ont été remplacées par les histoires de Nia sur la lune et les marées. Le rythme de leur vie n'était plus dicté par la migration des troupeaux, mais par le cycle de l'océan. Ils sont devenus un peuple de la mer, leur destin lié à la générosité fragile du rivage. Ils avaient trouvé leur ancre dans la tempête. Cette stratégie de survie côtière, répétée par de petits groupes comme le leur le long des côtes de l'Afrique, est ce qui a permis à notre espèce de traverser le chat de l'aiguille du goulot d'étranglement génétique. Mais survivre ne suffisait pas. Pour véritablement hériter de la Terre, pour se répandre et construire le monde que nous connaissons aujourd'hui, ils devaient ne faire plus que simplement endurer. Poussés au bord du gouffre, dans l'obscurité de leur grotte, survivant avec des restes, l'esprit humain, leur plus grand atout, était mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Et c'est dans cette obscurité, dans ce creuset de désespoir,
que l'esprit humain était sur le point de faire une étincelle, une innovation qui allait non seulement les aider à survivre, mais aussi à transformer leur façon de penser pour toujours. Ils avaient trouvé leur ancre dans la tempête. La stratégie côtière, bien que brutale et difficile, maintenait en vie les derniers membres du clan du rivage. Chaque jour, ils menaient leur bataille contre le froid et la faim sur les rochers battus par les vagues. Et chaque soir, ils retournaient à la sécurité relative de leur grotte, avec juste assez de nourriture pour voir un autre jour sombre. Ils enduraient, ils survivaient. Mais l'esprit humain est incapable de simplement endurer. Poussé dans ses derniers retranchements, confronté à l'extinction, il ne se contente pas de survivre. Il innove. Et c'est dans le creuset de l'hiver volcanique du Toba que notre espèce a peut-être fait l'un des sauts cognitifs les plus importants de son histoire. Comment un événement qui a presque anéanti notre espèce a-t-il pu, paradoxalement, nous rendre plus intelligents? C'est l'une des théories les plus fascinantes qui émergent de l'étude du goulot d'étranglement du Toba. L'idée est que la pression sélective intense de cette période a favorisé les individus et les groupes dotés de capacités cognitives supérieures. Dans un monde où les anciennes stratégies ne fonctionnaient plus, ceux qui pouvaient penser différemment, résoudre de nouveaux problèmes et communiquer des solutions complexes à leur groupe avaient un avantage de survie spectaculaire. C'était une forme de sélection naturelle d'une brutalité inouïe. Les groupes qui ne pouvaient pas innover mouraient. Ceux qui le pouvaient survivaient et transmettaient les gènes de cette flexibilité mentale. Cette théorie est soutenue par les archives archéologiques. En Afrique, la période qui suit l'éruption du Toba voit l'émergence soudaine de ce que les archéologues appellent des comportements modernes. On assiste à une explosion de la complexité des outils, à la première utilisation systématique de l'ocre, un pigment rouge probablement utilisé pour l'art corporel et le rituel, et à la création des premiers bijoux, comme des colliers de perles de coquillage. C'est comme si l'esprit humain, après avoir été comprimé par le désespoir, avait soudainement jailli avec une nouvelle créativité et une nouvelle capacité à la pensée symbolique et abstraite. Le goulot d'étranglement n'était pas seulement un filtre pour la résilience physique, c'était un creuset pour l'esprit. Pour le clan du rivage, cette étincelle cognitive n'était pas une théorie, c'était un acte de survie né du désespoir le plus profond. Leur régime de coquillage les maintenait en vie, mais à peine. Ils étaient constamment au bord de la famine. Nia savait qu'ils avaient besoin d'une autre source de nourriture, une source plus riche. Les quelques poissons qui nageaient encore dans les bassins de marée étaient trop rapides pour être attrapés à la main, et les lances de chasse de Kael, conçues pour de grands animaux terrestres, étaient trop lourdes et trop lentes pour l'eau. Chaque jour, elle observait le monde avec une concentration désespérée, cherchant une solution. Et puis, elle l'a vu. En regardant un oiseau de mer, un pélican ou une aigrette, plonger son bec dans l'eau et en ressortir avec un poisson argenté qui se tortillait. Elle a observé, jour après jour, la forme du bec de l'oiseau, la façon dont il transperçait le poisson, la petite pointe barbelée à l'extrémité de la mandibule de certaines espèces qui empêchait la proie de s'échapper. Une idée, une étincelle, a commencé à se former dans son esprit. Et si elle pouvait fabriquer un bec pour sa propre main? Elle a commencé à expérimenter. Elle a pris un des os longs et solides d'une antilope que Kael avait trouvée morte depuis longtemps. Avec une lame de silex tranchante, elle a commencé à travailler l'os. C'était un processus lent et fastidieux. Ses mains, habituées à la souplesse des plantes et des coquillages, n'étaient pas celles d'un tailleur de pierre. Elle a échoué. L'os s'est brisé. Elle a recommencé. Pendant des jours, dans la faible lueur du feu de la grotte, elle a travaillé, grattant, polissant, affûtant. Kael et les autres la regardaient avec confusion. Elle gaspillait un temps et une énergie précieux sur un morceau d'os inutile. Mais Nia persistait, animée par la vision qu'elle avait dans son esprit. Lentement, une forme a commencé à émerger. Une pointe longue et fine, beaucoup plus délicate que n'importe quelle pointe de lance en pierre. Et à son extrémité, elle a soigneusement taillé une petite encoche orientée vers l'arrière, une barbe,
un harpon miniature. Quand elle a eu fini, elle a montré sa création à Kael. Il l'a regardé, perplexe. C'était trop petit, trop fragile. Comment une chose pareille pourrait-elle tuer quoi que ce soit? Nia n'a pas utilisé de mots. Elle l'a conduit jusqu'à la côte. À marée basse, ils se sont approchés d'un grand bassin de marée. Dans l'eau trouble, ils pouvaient voir le mouvement fantomatique de quelques poissons. Kael a jeté sa lourde lance. Elle a frappé l'eau avec un grand splash et s'est plantée dans la boue, loin du poisson. Nia a ensuite pris sa nouvelle pointe d'os. Elle l'avait attachée à un bâton fin et léger. Elle s'est approchée du bord de l'eau, son corps immobile, ses yeux fixés. Elle a attendu, aussi patiente que l'oiseau de mer qu'elle avait imité. Quand un poisson est passé à proximité, son bras a jailli avec la vitesse d'un serpent. La pointe d'os a frappé sa cible. Le poisson s'est débattu, mais la barbe l'a retenu fermement. Nia a sorti de l'eau un poisson argenté et frétillant. C'était un triomphe. Un petit triomphe, mais qui allait changer leur monde. Ce jour-là, ils ont mangé du poisson pour la première fois depuis des années. C'était plus qu'un simple repas. C'était la naissance d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle idée. Mais l'étincelle dans l'esprit de Nia n'était pas encore éteinte. Après le repas, alors qu'elle nettoyait les restes, elle a trouvé un petit coquillage sur la plage. Un coris dont la forme et la couleur étaient particulièrement belles. Dans le monde d'avant, elle l'aurait à peine remarqué. Mais maintenant, dans ce monde gris et mourant, sa beauté était saisissante. Elle l'a ramené à la grotte. Et elle a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle a pris son outil en silex le plus fin, et avec une patience infinie, elle a commencé à percer un petit trou à l'extrémité du coquillage. Cela lui a pris des heures. Quand elle a eu fini, elle a pris une fine lanière de tendon et l'a enfilée dans le trou. Elle a noué les extrémités et l'a placée autour de son cou. Ce n'était pas un outil. Il n'avait aucune fonction pratique. C'était un collier. C'était de l'art. C'était un symbole. C'était un acte de foi en un avenir. Une déclaration qu'ils étaient plus que de simples animaux affamés. C'était le premier signe d'un esprit qui pensait au-delà de la survie. Un esprit qui cherchait la beauté et le sens, même à la fin du monde. Cette petite étincelle d'innovation, cette poussée de créativité née du désespoir dans l'esprit de Nia, était en train de se produire, sous différentes formes, dans les esprits de tous les survivants de l'humanité, où qu'ils soient. Ils n'attendaient plus seulement la fin de l'hiver, ils se préparaient activement, mentalement et technologiquement pour le monde qui viendrait après. Et ce monde, après une attente qui avait semblé une éternité, était sur le point d'arriver. Poussés au bord du gouffre, dans l'obscurité de leur grotte, les derniers humains avaient fait une étincelle. L'innovation, née du désespoir, leur avait donné de nouveaux outils et une nouvelle lueur d'espoir. Ils n'attendaient plus seulement la fin de l'hiver, ils se préparaient activement pour le monde qui viendrait après. Et ce monde, après une attente qui avait semblé une éternité, était sur le point d'arriver. Le linceul noir qui avait étouffé la planète n'était pas permanent. Les lois de la physique qui avaient créé l'obscurité seraient aussi celles qui y mettraient fin. Le nuage colossal de suie et de cendres dans la stratosphère n'était pas maintenu en l'air par magie. C'était une collection de trillions de particules minuscules. Et comme les grands incendies s'étaient éteints et que la source de la fumée était coupée, ces particules ont commencé à obéir à l'attraction simple et implacable de la gravité. Imaginez un verre d'eau boueuse. Au début, il est complètement opaque. Mais si vous le laissez reposer, les particules de sédiment, une par une, commencent lentement à s'agglutiner et à descendre, se déposant au fond jusqu'à ce que l'eau redevienne claire. L'atmosphère de la Terre subissait maintenant ce même processus à l'échelle mondiale. Sur plusieurs années, le voile sombre qui avait enseveli la planète a commencé à s'amincir. Le retour de la lumière n'aurait pas été un événement soudain et spectaculaire, comme l'ouverture d'un rideau. Cela aurait été une eau blanche, fantomatique et surréaliste, qui aurait duré des mois,
La première lumière à percer la pénombre aurait été d'un rouge profond, sanglant, filtré par le brouillard restant de soufre et de poussière. Le ciel serait apparu comme un crépuscule permanent et menaçant, projetant de longues ombres étranges sur le paysage gris et cendreux. Puis, sur de nombreux autres mois, le rouge se serait estompé en un orange brumeux, puis en un jaune pâle et aqueux, et enfin en un bleu reconnaissable et plein d'espoir. Retournons à Nia, plusieurs années après le début de l'hiver. Elle n'est plus une jeune femme, elle est une survivante, une meneuse, son visage et son corps marqués par une décennie de faim et de froid. La longue nuit est la seule réalité qu'elle ait jamais connue en tant qu'adulte. Mais un cycle, alors qu'elle sort pour la collecte quotidienne de coquillages, elle remarque quelque chose de différent, un changement subtil dans l'air. L'obscurité n'est pas aussi totale. Il y a un crépuscule gris, là où il devrait y avoir du noir. Et elle voit quelque chose qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle est enfant. Son ombre. Une ombre faible, longue et floue, mais indéniablement là. Pour qu'il y ait une ombre, il doit y avoir une source de lumière. Elle lève les yeux. Le ciel a toujours été un plafond noir et oppressant. Mais maintenant, à l'est, une partie du ciel est différente. C'est une nuance légèrement moins sombre. Il y a une lueur faible, presque imperceptible. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Son premier instinct, né du traumatisme de l'éruption, est la terreur. La lumière signifie la chaleur, le feu. Elle retourne précipitamment à la grotte. Mais alors que les cycles passent, la lueur à l'est revient, et chaque fois, elle est un peu plus brillante. Ce n'est pas le rouge colérique et violent des incendies. C'est une lumière douce, douce et étrangement belle. Un cycle, poussé par une curiosité plus forte que sa peur, Nia ne bat pas en retraite. Elle réveille Kael et les quelques autres membres du clan. Elle les conduit hors de la grotte, sur la plage, et pointe du doigt l'horizon. Ils regardent ensemble. L'horizon oriental a commencé à saigner d'une couleur qu'ils n'avaient vue que dans les histoires des anciens ou dans leurs propres rêves oubliés, un rouge profond et sombre. La couleur s'est lentement propagée vers le haut, peignant le dessous du linceul sombre qui recouvrait encore le ciel. Puis le rouge s'est adouci en un orange brillant, puis en un jaune pâle et fantomatique. C'était le premier lever de soleil que la planète ait vu depuis près de 10 ans. Pour des gens qui n'ont connu que l'obscurité, c'était un spectacle terrifiant, magique et profondément émouvant. Les enfants, nés dans la nuit, se sont cachés derrière leur mère, effrayés par cette lumière étrange et inconnue. Ils n'avaient aucun concept d'un soleil, d'un jour. Leur réalité était la faible lueur du feu. Nia s'est agenouillée et a pris son jeune fils dans ses bras. Elle lui a montré la lumière grandissante et lui a murmuré les vieilles histoires, les mythes d'un temps où une grande boule de feu chaude et brillante traversait le ciel chaque jour. Puis, une nouvelle sensation, une sensation qu'elle avait presque oubliée, la douce caresse de la chaleur sur sa peau. Ce n'était pas la chaleur agressive des feux, mais une chaleur douce et pénétrante. Elle a fermé les yeux, tournant son visage vers la lueur, sentant la chaleur sur ses paupières. Des larmes ont coulé sur ses joues et ont gelé dans l'air froid. C'étaient des larmes de chagrin pour le monde qu'elle avait perdu, mais aussi des larmes d'un soulagement si profond qu'il ressemblait à une douleur. Le soleil est monté plus haut, un disque pâle et aqueux, derrière un brouillard persistant. Mais c'était de la lumière. Le monde autour d'eux a été révélé pour la première fois. Et quel monde c'était? Un cimetière, une planète de fantômes. La douce lumière du nouveau soleil a révélé un paysage d'une désolation presque infinie. Un tapis de cendres grises s'étendant jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, ponctué par les doigts noirs et squelettiques des forêts mortes. C'était un monde entièrement vidé de sa couleur et de sa vie. Mais il n'était plus caché dans l'obscurité.
Le long hiver était terminé. Pour la première fois depuis des années, le monde était rempli de lumière et de la promesse de chaleur. Le grand cycle de la mort était achevé. Les survivants, les durs, les petits et les cachés, avaient enduré. Ils avaient survécu au feu, à l'obscurité et au froid. Ils avaient regagné la guerre d'usure contre l'apocalypse. Mais un monde renaissant a besoin de plus que de la lumière. Il a besoin de vie. Le monde était mort, mais la promesse d'une résurrection était maintenant peinte dans le ciel. Pour Nia, pour Kael et pour les derniers humains sur Terre, la survie n'était plus la seule chose qui comptait. L'avenir venait de renaître. Le soleil était revenu. Pour la première fois depuis près d'une décennie, le monde était rempli de lumière et de la promesse de chaleur. Le grand cycle de la mort était terminé. Les survivants, les durs, les petits et les cachés, avaient enduré. Ils avaient survécu au feu, à l'obscurité et au froid. Mais le monde dans lequel ils émergeaient était un monde vide, un monde silencieux, attendant d'être réclamé. Ils étaient les héritiers de la terre, mais ils avaient hérité d'un royaume de cendres. L'histoire de la reprise n'a pas été rapide. C'était un processus lent et laborieux, mais les survivants du Toba n'étaient pas n'importe quels survivants. Le goulot d'étranglement génétique n'était pas seulement une catastrophe, c'était le filtre le plus impitoyable de l'histoire humaine. Il n'a pas seulement réduit notre nombre, il a changé qui nous étions. La pression sélective intense de ces 10 années d'enfer a favorisé certains traits par-dessus tous les autres. L'intelligence pour résoudre des problèmes, une coopération sociale intense et une résilience mentale presque incassable. Les individus et les groupes qui possédaient ces traits avaient une chance légèrement meilleure de survivre. Ceux qui ne les possédaient pas ont disparu. Ce petit groupe de survivants, qui comptait peut-être quelques milliers de personnes réparties sur tout le continent africain, était maintenant, par définition, le groupe d'humains le plus résistant, le plus coopératif et le plus ingénieux qui ait jamais vécu. Ils avaient été testés par le feu et la glace, et ils n'avaient pas cédé. Ils étaient maintenant génétiquement et culturellement prêts non seulement à survivre, mais à repeupler le monde. Pour le clan du rivage, cette nouvelle ère n'a pas commencé par une grande expansion, mais par des étapes petites et prudentes, motivées par la mémoire du traumatisme. Le monde extérieur était encore un lieu de peur, mais la vie revenait. Lentement, le tapis de cendres a été colonisé par des plantes pionnières, des herbes résistantes et des fougères. Avec les plantes, les insectes sont revenus, et avec les insectes, les petits animaux. Le monde se guérissait, et avec lui, le clan a commencé à guérir aussi. Les premières années après le retour du soleil ont été une période de reconstruction. Ils ont quitté la grotte sombre et humide, qui avait été leur prison et leur sanctuaire. C'était un acte symbolique immense. Ils ont construit de nouveaux abris en plein air, sur la plage, utilisant du bois flotté et des peaux d'animaux. Pour la première fois depuis une décennie, ils ont vécu sous le ciel ouvert, sous le soleil chaud et la lumière des étoiles. La nourriture est devenue plus abondante. Les écosystèmes côtiers, résilients, se sont rétablis rapidement. Les bancs de poissons sont revenus. Les colonies de coquillages se sont reconstituées. La chasse de Kael est redevenue fructueuse, car de petits troupeaux d'antilopes ont commencé à revenir dans les prairies intérieures renaissantes. Pour la première fois de leur vie d'adulte, Nia et Kael ont connu la sécurité alimentaire. Et avec la sécurité, la vie est revenue. De nouveaux enfants sont nés, la première génération à naître dans un monde de lumière. Le son des rires des enfants, un son qui avait presque été oublié, est revenu au camp. Le clan a lentement commencé à croître en nombre, passant de la poignée de survivants décharnés à un groupe sain et robuste de 20 puis 30 individus. Mais le changement le plus profond n'était pas dans leur nombre, mais dans leur esprit. Nia et Kael étaient maintenant les aînés, les gardiens de la mémoire. Et la leçon qu'ils enseignaient à la nouvelle génération n'était pas celle de l'abondance facile de l'ancien monde. Ils enseignaient les leçons de la longue nuit. Leurs histoires autour du feu n'étaient plus des contes de fées sur un paradis perdu.
C'étaient des manuels de survie brutaux et pratiques. Nia enseignait aux enfants comment trouver de la nourriture, là où il semble n'y en avoir aucune. Elle leur a appris à lire les signes les plus subtils de la nature, à identifier les racines comestibles, à savoir quels insectes étaient sûrs à manger. Elle leur a inculqué la règle la plus importante qu'elle avait apprise. Ne jamais dépendre d'une seule source de nourriture. La flexibilité, c'est la vie. La spécialisation, c'est la mort. Kael enseignait aux jeunes chasseurs non seulement la force, mais aussi l'intelligence. Il leur a appris à fabriquer des outils plus petits et plus polyvalents, comme le harpon en os de Nia. Il leur a appris la patience, la coopération et la règle primordiale selon laquelle le succès du clan est plus important que la gloire d'un seul chasseur. Ils n'élevaient pas des chasseurs, ils élevaient des survivants. Et surtout, ils leur ont enseigné l'histoire. Ils se sont assurés que personne n'oublie jamais la longue nuit. Ils ont raconté l'histoire du ciel qui est devenu noir, du froid qui est venu et de la faim qui a suivi. Ils ont parlé de ceux qu'ils avaient perdus. Ces histoires n'étaient pas destinées à effrayer, mais à instruire. Elles sont devenues le mythe fondateur de leur peuple, la source de leur identité. Elles leur ont appris que le monde est imprévisible et dangereux, mais que, grâce à la coopération, à l'ingéniosité et à une volonté de faire, l'humanité peut survivre à l'inimaginable. Cette nouvelle culture, une culture de résilience et d'adaptabilité forgée dans le creuset de la quasi-extinction, était l'héritage le plus important du Toba. Ce petit clan, et d'autres comme lui à travers l'Afrique, étaient toutes les graines de l'humanité future. Ils étaient plus résistants, plus intelligents et plus coopératifs que jamais auparavant. Des années plus tard, Kael et Nia sont de vieux grands-parents. Ils regardent une nouvelle génération d'enfants jouer sur la plage sous un soleil chaud. Le monde est redevenu vert. La vie est redevenue bonne. Mais ce n'est plus la même vie insouciante d'avant l'éruption. C'est une vie vécue avec la conscience de sa propre fragilité, une vie imprégnée des leçons de la longue nuit. Leur long hiver était terminé. Mais pour leurs descendants, le plus grand voyage était sur le point de commencer. Armés de la résilience et de l'ingéniosité née de l'Apocalypse, ce sont les enfants de ces survivants qui allaient finalement se lancer dans la dernière et la plus grande migration hors d'Afrique, un voyage qui les verrait peupler tous les continents de la planète. L'ancienne tribu qui avait sauvé l'humanité de l'extinction était sur le point de devenir l'humanité elle-même. Le monde se guérissait. Les survivants du goulot d'étranglement du Toba, un petit groupe de personnes endurcies, forgées dans le creuset de l'hiver volcanique, commençaient à prospérer. Ils étaient une nouvelle sorte d'humains, armés des leçons brutales de la longue nuit. Une capacité profonde et instinctive à la coopération, une volonté incessante d'innovation et une résilience mentale incassable. Leur long hiver était terminé, mais pour leurs descendants, le plus grand voyage de tous était sur le point de commencer. L'ancienne tribu qui avait sauvé l'humanité de l'extinction était sur le point de devenir l'humanité elle-même. Les preuves scientifiques de ce qui s'est passé ensuite sont écrites dans la grande histoire de notre génétique mondiale. Pendant plus de 100 000 ans, notre espèce, le Homo sapiens, avait été confinée à l'Afrique. Il y avait eu plusieurs tentatives antérieures de migration, mais celles-ci avaient été modestes et avaient largement échoué, leur lignée finissant par s'éteindre. Mais, il y a environ 70 000 ans, peu de temps après la reprise post-Toba, une petite bande de ces nouveaux humains post-catastrophe a entrepris un voyage. Ils ont quitté l'Afrique, traversant probablement le détroit étroit à l'extrémité sud de la mer Rouge, et ont mis le pied en Asie. Ce n'était pas juste une autre migration, c'était celle qui allait réussir, celle qui allait changer le monde pour toujours. Les généticiens d'aujourd'hui peuvent retracer la lignée de chaque personne vivant hors d'Afrique jusqu'à cette unique et petite population fondatrice. Ils étaient les descendants des survivants du Toba. Ils étaient en effet une super tribu. La décennie d'enfer qu'ils avaient endurée avait agi comme le filtre évolutif le plus impitoyable de notre histoire. Il avait éliminé ceux qui ne pouvaient pas coopérer,
ceux qui ne pouvaient pas innover, ceux qui cédaient au désespoir, ceux qui restaient, ceux qui se tenaient sur cette rive africaine en regardant un nouveau monde, étaient les humains les plus résistants, les plus intelligents et les plus socialement soudés qui aient jamais vécu. Lorsqu'ils se sont répandus en Asie et en Europe, ils n'entrèrent pas dans un monde vide. C'était un monde déjà peuplé par nos anciens cousins, les Néandertaliens et les Dénisoviens. Mais cette fois, la rencontre serait différente. Les compétences qui avaient été perfectionnées dans l'obscurité de l'hiver volcanique donnaient maintenant à cette nouvelle vague d'Homo sapiens un avantage décisif. Leur coopération sociale intense leur permettait de former des groupes plus grands et plus complexes. Leur pulsion d'innovation signifiait que leur technologie s'améliorait constamment, s'adaptant à de nouveaux défis. Et leur résilience psychologique, le souvenir de la survie transmis par leurs histoires, leur donnait une volonté implacable. Ils ne se contentaient pas de survivre dans le monde. Ils étaient préparés à le conquérir. Imaginons un descendant de Nia et Kael, plusieurs générations plus tard. C'est un jeune homme confiant, debout sur un rivage, regardant non pas la côte africaine familière, mais de l'autre côté d'un étroit détroit d'eau, vers une nouvelle terre, la péninsule arabique. Il ressent la peur de l'inconnu, une peur que ses ancêtres lui ont appris à respecter. Mais il ressent aussi la curiosité agitée et l'espoir incassable qui sont leur plus grand héritage. Le courage de construire un radeau, de s'aventurer sur cette eau, de poser le pied sur ce nouveau rivage. Ce courage était un héritage direct des gens qui avaient regardé dans l'obscurité d'une planète morte et avaient refusé d'abandonner. L'histoire de Nia et Kael, du clan du rivage, est une fiction. Une façon de mettre un visage humain sur une histoire qui est écrite dans le langage silencieux de notre ADN. Mais leur lutte était réelle. Leur tribu était réelle. Et leur victoire impossible est la raison la plus importante pour laquelle chacun d'entre nous est ici aujourd'hui pour raconter leur histoire. Regardez les gens autour de vous. Regardez les visages dans chaque ville, sur chaque continent en dehors de l'Afrique. Des rues bondées de Tokyo, aux villages tranquilles des Andes, aux grandes capitales d'Europe. Vous regardez les descendants de cette seule et petite tribu. Les preuves génétiques sont indéniables. Un unique et minuscule groupe de survivants, peut-être seulement quelques centaines de personnes qui ont commencé ce dernier voyage hors d'Afrique, sont les ancêtres directs des plus de 6 milliards de personnes vivant aujourd'hui hors d'Afrique. Nous sommes tous, au sens le plus littéral, une seule famille, née des cendres d'une apocalypse mondiale, et nous portons leur héritage en nous chaque jour. L'étincelle d'innovation qui a conduit Nia à fabriquer ce premier harpon en os, dans l'obscurité, est la même étincelle qui construit des gratte-ciel, qui compose des symphonies et qui envoie des fusées sur Mars. L'instinct profond et inébranlable de coopération qui a maintenu le clan de Kael uni alors que tout espoir semblait perdu est le même instinct qui nous permet de construire des sociétés mondiales, de prendre soin des malades et de travailler ensemble pour résoudre les plus grands défis de notre temps. Leur résilience est notre résilience. Leur histoire de survie n'est pas juste un morceau d'histoire ancienne, c'est notre histoire d'origine. Le supervolcan Toba a été le moment où l'humanité s'est le plus approchée de l'extinction totale. C'était un événement aléatoire et cataclysmique qui aurait dû mettre fin à notre histoire avant qu'elle ne commence vraiment. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose de remarquable. Il a forgé les gens même qui allaient ensuite conquérir la planète. Il a créé un filtre qui a sélectionné les traits exacts, intelligence, coopération et une volonté implacable d'endurer, qui allait définir l'avenir de l'humanité. L'ancienne tribu qui a sauvé l'humanité n'était pas un groupe de héros mythiques. C'était nous, c'étaient les quelques personnes effrayées, affamées, mais incassables, qui ont tenu bon pendant la longue nuit. Et leur héritage vit, respire et rêve en chacun de nous aujourd'hui.